L'état de droit est-il menacé en France et ailleurs? C'est notre grand angle. Attention, même les démocraties les mieux installées peuvent voir l'état de droit vaciller. Bonsoir Patrice Spinozzi. Bonsoir. Vous êtes avocat au Conseil d'État, à la Cour de cassation, et vous sortez ce livre, Menaces sur l'état de droit. Vous nous expliquez comment l'état de droit est précieux, fragile aussi. On l'évoquait dans la première partie de 64 minutes. Benyamin Netanyahou nomme un nouveau chef du Shin Bet envers et contre la décision de la Cour suprême israélienne. Est-ce que c'est un exemple de plus ? Oui, bien sûr, c'est un exemple de plus. En réalité, aujourd'hui, Israël a beaucoup des critères d'une démocratie illibérale, ou en tout cas d'une démocratie qui cherche à porter atteinte à l'état de droit, en particulier dans l'opposition assez systématique qui existe aujourd'hui entre l'exécutif, donc Benjamin Netanyahou, et la Cour suprême, donc le judiciaire. Et on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de cette tension entre d'un côté le judiciaire et de l'autre le politique, ce qui est vraiment très classique dans des démocraties illibérales qui remettent en cause effectivement l'état de droit. Et vous nous donnez des exemples dans votre livre, dans le monde entier, on va y revenir, en Europe évidemment, aux États-Unis, mais aussi en France. Et vous nous rappelez cette déclaration de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. C'était le 29 septembre 2024 dans le journal du dimanche. Est-ce qu'il a dit tout haut ce qu'une partie de la classe politique pense tout bas ? Alors très certainement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier la montée du populisme en France, hein, elle est réelle, et là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'elle n'existe pas qu'en France, elle est actuellement présente en Europe et en Occident d'une façon générale. Moi, mon livre part d'ailleurs de la conquête du pouvoir de Trump, qui est l'exemple le plus démonstratif de ce qu'une démocratie extrêmement installée et particulièrement un modèle pour l'Occident, peut tout à fait être dévitalisé de l'intérieur par un leader populiste lorsqu'il le décide. Et ce risque, il existe aussi en France, c'est ce que j'essaye de montrer. Et les déclarations de Bruno Retailleau démontrent bien qu'il y a bien une ambition aujourd'hui vers une limitation de l'état de droit en France. La justice qui a été très critiquée après la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité, c'est la chef de file du Rassemblement national. C'est vrai qu'en creux, il y a sa participation ou pas à la présidentielle 2027. Elle avait dénoncé une décision politique. On l'écoute. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Et les Français ne l'accepteront pas. Qu'ils soient électeurs du RN ou qu'ils ne soient pas d'ailleurs électeurs du RN. Voilà, beaucoup de critiques ensuite sur la justice. Même Bruno Retailleau, on en parlait, qui parlait des juges rouges. Enfin, en tout cas, il sous-entendait que certains juges n'étaient pas indépendants. Là aussi, est-ce que c'est une parole qui s'est libérée? Est-ce que finalement, vous sentez que la justice en France est de plus en plus attaquée? Alors, ce qui est certain, c'est que la justice est de plus en plus attaquée. C'est-à-dire qu'il y a un discours aujourd'hui en France très opposé aux décisions de justice. On voit qu'il y a une libération de la parole, d'ailleurs libération de la parole politique. Vous parlez de Bruno Retailleau, mais on pourrait parler aussi de Gérald Darmanin, qui de la même manière a critiqué les décisions de justice, a même annoncé alors qu'il était ministre qu'il refusait de faire application de certaines décisions de justice. Et là, il y a évidemment un malaise avec notre justice et avec l'état de droit, puisque quand vous voyez les élus et les représentants du gouvernement se comporter comme tels à l'égard des juges, eh bien, lorsque vous, comme nous, vous êtes simples citoyens, vous vous dites, eh bien, je peux moi aussi critiquer ou refuser d'appliquer une décision de justice. Et ça, c'est extrêmement grave parce que c'est le fondement même de notre démocratie qui passe par le respect de l'institution judiciaire. Et vous expliquez comment ça fragilise la démocratie. Est-ce qu'on est des enfants gâtés aujourd'hui et on ne se rend pas compte de la chance d'avoir un état de droit ? Alors, c'est ce que j'essaye vraiment d'expliquer dans ce livre, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous l'évoquez, qui aujourd'hui se disent, au fond,
La situation telle qu'elle existe ne me satisfait pas. J'ai un problème avec l'insécurité, j'ai un problème avec l'immigration. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenter autre chose? La tentation du populisme, elle est réelle. Et ce que j'essaye de dire, c'est que la démocratie libérale, telle qu'elle a été posée après la Deuxième Guerre mondiale et qui est garantie par l'État de droit, est celle qui nous a apporté la stabilité et la prospérité. Donc oui, nous sommes des enfants gâtés de la liberté. Nous ne nous sommes pas battus pour cette liberté. Ce sont les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui l'ont, eux, véritablement vécu sa privation dans leur chair et qui nous ont légué ce système qui est la démocratie libérale et cet état de droit qu'il nous appartient de transmettre à nos enfants et donc de préserver. C'est fragile et c'est éphémère. Ça n'est pas quelque chose qui restera éternellement si on ne le protège pas. Alors heureusement, il y a des garde-fous. Avant de les voir avec vous, puisque vous les expliquez, vous nous les expliquez, vous les décryptez dans votre livre. Revenons sur Donald Trump. Vous l'avez dit, effectivement, avec lui, tout a changé. On voit vraiment qu'il applique un mantra. Alors ça, c'est vous qui me l'avez révélé dans votre livre, un mantra britannique qui est Deport now, appeal later, avec mon magnifique accent anglais. On expulse et on fait appel plus tard. Et on a l'impression que le président américain, c'est ce qu'il fait continuellement, c'est-à-dire pour toutes ces décisions. Là, on vient de le voir encore avec Harvard, c'est-à-dire que voilà, la justice sursoit à ce qu'il a décidé. On l'a vu avec les expulsions. C'est vraiment ce qui nous attend. C'est vraiment une façon de gouverner qui a complètement changé. Oui, enfin, ce qui change véritablement avec Donald Trump, c'est le fait qu'il assume. C'est-à-dire que c'est devenu un mode d'exercice politique qui est de dire, de toutes les façons, j'agis. Peut-être qu'il y aura des recours, mais de toutes les façons, je ne respecterai pas ces décisions. Donc moi, j'agis en tout état de cause. Et c'est cette idée, effectivement, deport now, appeal later. J'ai un problème, je renvoie un étranger indifféremment des recours qu'il est susceptible d'exercer. Et ça, ce sont des choses qui existent déjà de façon latente en France, mais qui seraient évidemment systématisées si un gouvernement populiste arrivait au pouvoir. Mais est-ce que la justice va finir par avoir gain de cause? Parce que pour l'instant, il bloque les juges. Mais, par exemple, ces personnes qui ont été expulsées n'ont pas été reconduites aux États-Unis. Est-ce que la justice va pouvoir être assez forte? C'est la question qui se pose. Alors c'est la question qui se pose aux États-Unis et c'est la question qu'il faut éviter de se poser en France. C'est-à-dire que pour éviter de se retrouver dans cette situation, effectivement, il faut éviter qu'un gouvernement populiste arrive au pouvoir. Ce que vous dites est parfaitement juste, c'est-à-dire qu'on en a un exemple très clair aux États-Unis, puisque l'exemple du Salvadorien Alberto Garcia, qui a été renvoyé à tort, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit une erreur administrative au Salvador, malgré une décision de la Cour suprême, aujourd'hui l'administration Trump refuse de le faire revenir. Donc on voit bien le risque qu'il peut y avoir pour tous les Français demain, si un gouvernement populiste arrive, de voir des décisions de justice qui leur reconnaissent des droits qui ne sont pas respectés par l'administration. Alors le risque aussi, c'est effectivement de vouloir changer la loi de l'intérieur. Donald Trump, il a nommé des juges conservateurs à la Cour suprême. C'est vraiment l'institution qui est normalement garante. Est-ce que ça peut fonctionner? Parce qu'on a quand même vu que le président de cette Cour suprême, John Roberts, le rappelait à l'ordre. Donc quand même, est-ce que les équilibres peuvent être respectés? Alors, ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'effectivement, il a nommé un certain nombre de juges qui étaient acquis à sa cause au sein de la Cour suprême. C'est une technique qu'on retrouve dans beaucoup de démocraties illibérales, qui est d'essayer de noyauter de l'intérieur les cours suprêmes et qui pourrait être importé en France aussi. Et donc, oui, il l'a fait, mais néanmoins, il y a une réaction de la Cour suprême, parce que à partir du moment où il s'attaque directement à l'institution judiciaire, à partir du moment où il méprise les décisions des juges fédéraux, eh bien la Cour suprême réagit. Et donc, il y a eu des oppositions de la Cour suprême à l'égard de certaines décisions de Donald Trump. Mais comme Donald Trump n'est pas forcément prêt à appliquer ces décisions, en réalité, il entre dans un bras de fer avec les juges et même la Cour suprême, en mettant en avant sa légitimité tirée de l'élection et en disant les juges, même suprêmes, ne peuvent pas s'opposer à la volonté du peuple. Et en ça, c'est la mécanique du populisme qu'il met en œuvre. Alors Patrice Spinozzi, on revient à la France, il y a des garde-fous. Laurent Fabius affirme aujourd'hui dans le journal Le Monde que le Conseil constitutionnel est un rempart pour protéger l'état de droit. C'est encore un rempart? On peut faire confiance au Conseil constitutionnel? Bien sûr, les cours suprêmes, dont le Conseil constitutionnel, sont les remparts de l'état de droit, mais c'est aussi le cas de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. Il faut bien comprendre que le Conseil constitutionnel, si un gouvernement populiste était au pouvoir demain, serait le premier concerné, puisque en réalité les lois qui seraient prises seraient déférées au Conseil constitutionnel et lui appartiendrait de les censurer. Néanmoins,
et c'est ça ce qui est important, c'est qu'on l'a vu, il y a un risque de noyauter les cours suprêmes, et au Conseil constitutionnel, ce risque, il est réel, puisque on sait que les membres sont nommés par les politiques, c'est le président de la République, c'est le président des assemblées qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. Donc à partir du moment où il y aurait un gouvernement populiste, il y aurait un risque d'une prise de contrôle du Conseil constitutionnel en quelques années. Oui, ce qui est inquiétant, vous nous dites l'article 16, par exemple, de la Constitution permet au président de s'arroger des pouvoirs exceptionnels. Vous nous citez l'article 13, l'article 45. Il y a quand même des articles qui sont des leviers pour des populistes, des leviers inquiétants. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'au fond, notre Constitution, notre droit, il a été mis en place avec l'idée que les gens qui seraient le président de la République ou qui auraient la majorité à l'Assemblée nationale seraient des républicains, seraient des gens raisonnables. Et donc, on n'a jamais encore éprouvé nos textes, notre droit, avec des personnes qui chercheraient non pas à utiliser les pouvoirs qui leur sont donnés pour le bien commun, mais plutôt pour essayer de détourner ces pouvoirs au bénéfice de leurs intérêts, comme ça pourrait être le cas avec des populistes. Donc notre Constitution, elle est forte, mais elle peut être détournée, elle peut être instrumentalisée par un président populiste, parce que nous ne l'avons jamais connue et qu'elle n'a pas été écrite dans cette logique-là. Mais pourtant, c'est important d'inscrire des lois, par exemple la loi sur l'avortement, c'est important qu'elle soit dans la Constitution, ça la protège. Bien sûr, et c'est une des réactions qu'il faudrait que l'on mette en œuvre collectivement pour essayer de sauvegarder justement cet état de droit, c'est de fondamentaliser, de constitutionnaliser certains droits qui sont des droits particulièrement importants, comme ça a été le cas effectivement avec l'avortement. En mettant le droit à l'avortement dans la Constitution, on le met hors de portée du Parlement. En tout cas, il n'est pas susceptible d'y être porté atteint, et on le met sous le contrôle du Conseil constitutionnel, dont on a vu que c'était un rempart. Mais il y a d'autres droits. C'est un rempart, mais vous nous expliquez qu'il y a un rempart. Oui, mais c'est déjà un rempart. Pour le moment, c'est un rempart qui existe en fait. Oui, c'est une place forte, et donc c'est important d'avoir des places fortes. Après, comme toutes les places fortes, elles sont susceptibles de pouvoir être assiégées et d'être conquises. Mais ça reste une place forte. Donc, évidemment, c'est important d'avoir cette garantie du Conseil constitutionnel. Le droit à l'avortement est un exemple. De la même manière, il aurait été heureux, ça n'a pas été le cas, de constitutionnaliser par exemple le secret des sources, qui concerne les journalistes et qui est un des éléments clés de la liberté d'expression. Le secret qui existe entre un avocat et son client, par exemple. Mais ça a été remis en question qui permet l'exercice des droits de la défense. Donc, il y a un certain nombre de droits qui pourraient être constitutionnalisés et qui viendraient mieux garantir l'état de droit en cas d'arrivée d'un gouvernement populiste. Patrice Spinozzi, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Menace sur l'état de droit à la réédition, et c'est vrai que c'est expliqué d'une manière extrêmement pédagogique, voilà, mais il y a un risque et vous nous l'expliquez très bien. Merci à vous.